Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois conférenciers, Maxime Guérard, Mathieu Day et Richard Bernier. Maxime Guérard est un biologiste diplômé de l'Université de Sherbrooke qui travaille au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis 2012. Ses principales fonctions concernant la gestion du saumon atlantique, mais elle collabore également aux travaux du ministère sur le bar rayé, le doré jaune et le touladi. Maxime est chargé de projet des travaux de dénombrement du saumon à l'aide de compteurs automatiques effectués par le ministère, notamment le projet ayant lieu sur la rivière Petit-Saguenay. Mathieu Day est ingénieur avec WSP. Possédant près de 10 ans d'expérience dans le domaine des technologies embarquées et de la télémétrie, il participe à la mise en place des projets d'envergure en technologie environnementale. Il collabore de près avec les équipes multidisciplinaires des spécialistes afin d'optimiser les campagnes de prise de mesures par l'utilisation efficace de la technologie. Au cours de sa carrière, il a été amené à exercer ses compétences dans toutes sortes d'environnements, de la baie Ungava au golfe Persique, de sites industriels au milieu forestier éloigné. Sa capacité à analyser le milieu cible et l'objectif de la campagne lui permettent de concevoir des systèmes robustes et performants pour l'atteinte des objectifs. Richard Bernier est directeur général de l'Association de la rivière Petit-Saguenay depuis 2003. Il a obtenu un baccalauréat de l'Université de Chicoutimi. Fondateur de la Charte protectrice du saumon atlantique en 2012 dans le cadre de projets d'amélioration de taux de survie du saumon atlantique de la rivière Petit-Saguenay en collaboration avec la Fondation pour la conservation du saumon atlantique. Il est saumonier depuis 35 ans, dont 6 ans comme guide instructeur. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Maxime. Alors, merci beaucoup, Darla, pour cette présentation. Alors, bienvenue tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter rapidement là, la façon dont la présentation va être structurée, c'est-à-dire que je vais prendre la parole au tout début pour vous expliquer rapidement les travaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en matière de gestion du saumon atlantique et ce qui nous a amené là, vers l'utilisation du compteur automatique Ichthyosis de la firme WSP. Par la suite, Mathieu Day va prendre la parole pour vous expliquer le fonctionnement du compteur et ses particularités. Et puis finalement, Richard Bernier de l'Association de la rivière Petit-Saguenay viendra présenter le cas du dénombrement du saumon qui est effectué sur la rivière Petit-Saguenay. Donc, la gestion du saumon atlantique par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, se démarque là, par un système qu'on appelle gestion rivière par rivière. C'est-à-dire que les modalités de pêche sont adaptées en fonction de l'abondance du saumon sur chacune des 114 rivières reconnues au Québec. Pour ce faire, tout d'abord, ça implique d'établir ce qu'on appelle des seuils de conservation sur chacune des rivières, donc à partir de données de qualité d'habitat, de produire un estimé du nombre d'œufs requis sur chacune des rivières pour obtenir une population viable. Pour appliquer ce mode de gestion rivière par rivière, le ministère a besoin de différentes informations, mais connaît déjà une bonne partie d'entre elles. C'est-à-dire que nous sommes en mesure de connaître la proportion de femelles dans chacun des segments des différentes populations de saumon au Québec. Donc, la proportion de madeleines rédibères marins sur chacune des rivières. Par la suite, on établit un indice de fécondité par kilogramme de femelles de chacun des segments. Donc, combien d'œufs une femelle madeleine va produire par kilogramme et même chose pour les rédibères marins. Par la suite, on connaît également le poids moyen des femelles de chacun des segments sur chacune des rivières. Et bon, en collaboration avec les délégataires, donc les gestionnaires de rivières à saumon, on est en mesure de connaître la récolte de saumon par la pêche sportive et le ministère produit également un estimé des mortalités associées à la remise à l'eau. Ce qui fait en sorte que, avec tous ces chiffres, toutes ces variables dans l'équation,
Si on est en mesure d'obtenir le nombre de saumons en montaison, on a toute l'information en main pour être en mesure d'estimer la déposition d'œufs sur chacune des rivières et du même coup, le pourcentage d'atteinte du seuil de conservation. Et ce pourcentage d'atteinte du seuil de conservation nous permet par la suite d'établir ou d'encadrer les activités de pêche sportive sur chacune des rivières de la province. Donc, pour ce faire, le ministère, en collaboration avec les organismes délégataires, dénombre le saumon sur environ 40 rivières annuellement. Pour ceux qui sont de l'extérieur de la province, une des particularités ici au Québec, c'est que nous avons des organismes délégataires des activités de pêche sportive, donc les zones d'exploitation contrôlées de pêche au saumon, les réserves phoniques et les pourvoiries, pour ne nommer que ceux-là. Ces délégataires, gestionnaires de territoires phoniques, nous permettent de suivre, entre autres, la fréquentation, de procéder à l'enregistrement des saumons conservés, des remises à l'eau déclarées, donc permettent d'obtenir une foule d'informations en plus d'effectuer de la protection sur le territoire dont ils ont la gestion. Donc, c'est un coup de pouce là, incroyable qui permet de démarquer le Québec dans la gestion du saumon. Le décompte qui est effectué là, sur les 40 rivières annuellement représente environ le tiers des rivières du Québec. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a 114 rivières reconnues, mais se concentre sur environ près de 75% de l'effort de pêche sportive. Donc, les rivières dénombrées sont les rivières les plus pêchées. Il y a trois principales façons d'effectuer les décomptes en fonction de la réalité là, de chacune des rivières, c'est-à-dire que ces décomptes-là peuvent s'effectuer en apnée, à l'aide de passes migratoires et de barrières de comptage. C'est ce dernier point, barrière de comptage, qui nous intéresse là, plus principalement dans le cas du compteur automatique. Alors, le ministère a publié en 2016 le plan de gestion du saumon atlantique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui venait dresser les modalités de gestion de l'espèce pour les 10 prochaines années, mais qui identifiait également des enjeux à développer, des objectifs à atteindre durant ces 10 années, dont la consolidation du réseau de suivi des montaisons. Je m'explique là, c'est que en fait plusieurs délégataires effectuaient le dénombrement en collaboration avec le ministère, mais parfois à leurs frais également. Donc le ministère en retirait un bénéfice, oui, mais ne compensait pas nécessairement financièrement les travaux faits par chacun des organismes. Ce qui fait que en 2015, avant l'apparition du plan de gestion, le ministère a mis sur pied une mesure permettant d'offrir un soutien financier aux organismes. Par la suite, en 2017, le ministère a versé 14 millions de dollars à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique pour la mise en œuvre du plan de développement de la pêche au saumon et de la pêche sportive. De cette enveloppe, des sommes sont réservées pour l'atteinte de l'enjeu identifié qui est la consolidation du réseau de suivi des montaisons au Québec. Et cet enjeu visait, oui, à soutenir les délégataires financièrement pour les dénombrements qui sont effectués parfois depuis de nombreuses années, mais visait également à développer des nouveaux projets sur des rivières qui ne sont actuellement pas dénombrées. Donc, le ministère souhaite encore étendre son réseau de suivi puisque de connaître l'abondance du saumon sur chacune des rivières est une des bases des gestions de la faune de cette espèce-là au Québec. Et de par le grand nombre de rivières, il y a toujours un potentiel de développement, ce que le ministère là, met de l'avant avec cette mesure financière versée à la FQSA. Alors, dans l'argent qui est versé à la FQSA, qui nous permet de développer des suivis sur des nouvelles rivières, le ministère établit, en collaboration avec la FQSA et les organismes délégataires, des rivières où il y a des besoins et où il est possible de mener des nouveaux projets de dénombrement du saumon. Pour ce faire, comme il y avait une mesure financière, mais pas nécessairement de personnel associé, le ministère a opté pour la mise sur pied de projets de dénombrement à l'aide de compteurs automatiques. Parce que ça permet, disons, sans effort humain considérable, comme peut l'impliquer une barrière de comptage là, tout au long d'une saison de montaison, ça permet d'effectuer des dénombrements de manière plus ou moins automatique en n'ayant qu'à monter et démonter une barrière et l'entretenir en cours de saison. Donc, c'est un effort moindre que d'opérer une cage de capture sur toute une saison de montaison. Alors, après une évaluation des différents produits offerts sur le marché, le ministère et la FQSA ont opté pour l'utilisation du compteur Ictios de la firme WSP et a mené des projets depuis maintenant 2 ans à l'aide de cet outil. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Mathieu Deshaies pour que vous soit présenté justement ce compteur automatique Ictios.
Merci Maxime, merci Darla pour la présentation. Bonjour tout le monde. Comme Darla disait, je suis Mathieu Déa, je suis ingénieur électrique de formation. Ça fait 10 ans, là, ça va faire 10 ans cette année que je travaille là, avec WSP sur le compteur Etios puis sur les différents projets là, de télémétrie puis de conservation qu'on peut avoir. Chez WSP, là, depuis je dirais les 5 dernières années, au niveau du compteur Etios, on a pris un virage, on a pris une orientation. Puis on s'est donné comme objectif d'arriver à offrir le meilleur service de décompte de poissons sur le marché. Cet objectif-là, c'est un virage dans la mesure où on se déplace de dire on n'est pas un fabricant d'équipement comme tel. Oui, on fabrique un compteur, mais ce qu'on offre, c'est pas ça. Ce qu'on offre, c'est un service de décompte, puis un service de décompte fiable, puis qui répond aux besoins là, des différents intervenants, soit les ex, soit les organismes de bassin versant, soit le ministère, un peu qui donne le plus d'informations à tous ces gens-là. On a développé ça un petit peu en 3 pans. D'abord, ça passe par la conception d'un système qui est pratiquement sur mesure pour chaque rivière. Je dis sur mesure, là, c'est pas nécessairement, on refait pas un compteur à poissons pour chaque rivière, mais on va configurer notre système, on va configurer la configuration mécanique, l'installation mécanique du système. Aussi, on va s'adapter aux conditions d'eau, à la turbidité, aux colorations de l'eau. Puis aussi aux besoins locaux là, pour arriver à avoir le système qui est le plus performant possible parce que Maxime aussi, là, on a vécu dans les dernières années un peu des expériences qui montrent que au fond, le premier critère de fonctionnement d'un compteur à poissons, c'est l'aménagement. C'est à quel point l'aménagement, à quel point le poisson va être dirigé dans le compteur, puis à quel point tout l'environnement autour va favoriser le passage. C'est ça qui est le premier critère. Donc, on travaille beaucoup sur cet aspect-là, accompagné dès le départ là, des installations dans les rivières. Après ça, on fait un suivi opérationnel en temps réel. Ça, c'est l'autre clé du succès pour pas apprendre qu'il y a un petit facteur qui fait que le compteur a de la difficulté après 2-3 semaines de collecte de données. Tous nos systèmes sont reliés avec la télémétrie temps réel. Donc, on est au courant, on a du personnel au bureau qui travaille à tous les jours à suivre les compteurs pendant la saison pour être sûr que tout marche bien, puis tout marche au maximum des capacités installées. Puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on s'assure d'avoir un volet d'innovation constant, d'avoir un dialogue constant avec les intervenants sur le terrain, savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, puis travailler à faire avancer notre technologie pour être sûr qu'on répond constamment aux besoins tel qu'il est. Puis c'est un aspect, je pense, que j'ai peut-être pas présenté aussi, mais dans ma présentation, mais dans ma présentation personnelle, mais chez WSP aussi, on n'est pas une équipe de 30 tech et ingénieurs qui travaillent là-dessus. Moi, je passe mon hiver à développer le compteur, à travailler dessus. On fait de la conception, on fait de la programmation. Puis l'été, c'est le même personnel, la même équipe qui fait l'installation, qui fait le support. C'est moi qui va mettre les compteurs à l'eau avec les gars de l'équipe. Puis c'est ça aussi qui fait qu'on reste 100% connecté sur qu'est-ce qui se passe puis comment nos compteurs marchent. Fait que tu peux changer de diapo, Maxime. Pour faire un tour un peu plus technique là, du compteur Etios, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le compteur Etios est basé principalement sur une technologie de détection optique. Donc, c'est des faisceaux lumineux là, qui traversent une section d'eau. Quand le poisson va se présenter dans cette section-là, ben, évidemment, il va être détecté parce qu'il va briser le faisceau optique. Le système est constitué de 3 bandes identiques, là, 3 de ces faisceaux lumineux-là. On voit là, sur la photo en bas à droite, là, que ça c'est avec un rideau de fumée là, pour qu'on puisse voir là, les lasers ou les faisceaux lumineux. Là, sinon, ils sont invisibles à l'œil nu dans l'air. Dans l'eau, on les voit un petit peu. Puis on a sélectionné une longueur d'onde là, qui est pratiquement invisible là, pour le saumon, là, pour les espèces de poissons, les salmonidés, puis les poissons qui vont se retrouver typiquement dans nos rivières du Québec. Là, puis on a testé ça sur plusieurs espèces aussi là, pour s'assurer que ça n'allait pas créer un dérangement là, au niveau de l'illumination. Donc ça. Puis on utilise la lumière rouge pour ceux qui connaissent un peu les compteurs à poissons. Il y a certains compteurs qui peuvent fonctionner en optique comme ça dans l'infrarouge. L'infrarouge a le désavantage d'être absorbé 10 fois plus là, dans l'eau. Donc fonctionnel aussi, mais un petit peu moins performant au niveau de la turbidité puis de d'autres facteurs. Donc, en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on utilise le rouge puis qu'on s'assurait que ce soit une longueur d'onde qui est pas dérangeante là, pour les poissons. Donc, c'est ça. Donc, 3 bandes qui sont disposées, qui sont fixées mécaniquement sur un cadre là,
en plexiglas transparent, là, en plastique transparent pour s'assurer là, que ça dérange le moins possible l'environnement, puis ça fait pas de transition trop brusque là, dans le milieu pour que le poisson soit pas dérangé. Au fond, l'espacement mécanique entre les bandes, c'est ce qui nous permet de classer par classe de taille les poissons. Donc, selon les espèces cibles, dans le cas du saumon de l'Atlantique, je pense que c'est 65 cm qui est l'espèce de point de balance entre le Madeleine et le grand saumon. Donc, on s'assure d'avoir un des espacements entre les bandes qui va être exactement ce marqueur-là pour s'assurer de différencier les moyens et les grands de façon claire à ce niveau-là. Donc, c'est une des façons qu'on utilise là, pour la mesure. Il y a aussi un algorithme qui fait des mesures avec les vitesses de passage, mais c'est moins précis étant donné là, le comportement du poisson qui peut varier. On dispose aussi d'une caméra sous-marine qui va filmer chacun des passages de poissons. Je vais vous en montrer des exemples tantôt. Donc, chaque poisson qui passe dans le compteur Itios, dès qu'il est détecté sur les bandes laser, automatiquement, il y a une séquence vidéo d'une 15 à 30 secondes là, qui est déclenchée. Donc, on a accès à cette bande vidéo-là là, dès que le compte est fini d'être analysé et compté. Bon, évidemment, le système Itios peut être installé dans une passe migratoire ou dans le lit d'une rivière directement là, à l'aide d'un bloc de béton, comme on fait sur les rivières Petit Saguenay et Saint-Jean. Puis il peut être installé aussi au niveau d'une barrière de comptage, d'un système. Il doit être installé, c'est-à-dire au niveau d'une barrière de comptage. Évidemment, il faut empêcher si on l'installe dans le lit d'une rivière, il faut empêcher le saumon de passer à côté du compteur. Puis évidemment, j'ai oublié le point le plus important. Le système Itios est une technologie là, canadienne, québécoise qui est développée là, complètement ici, 100% par nos gens là, locaux. Tu peux passer à l'autre diapo, Maxime, merci. Donc, comme j'en parlais là, à ma première diapo, le système Itios, c'est d'abord et avant tout un système qui vient avec du support et du suivi des opérations. On va supporter les projets dans toute leur amplitude. C'est le fun, c'est ce qui est l'avantage que je trouve intéressant de notre équipe, c'est qu'on va être capable de supporter même au niveau mécanique, au niveau de l'installation de la barrière de clôture, soit supporter les partenaires dans l'installation de leur propre barrière ou fournir une barrière qu'on fabrique à l'interne. On va aussi pouvoir supporter l'installation ou la conception des systèmes d'alimentation et de télécommunication qui sont nécessaires pour l'opération du système. Donc, que ce soit des systèmes d'alimentation sur secteur, avec la redondance, avec des systèmes pour parer les pannes, ou sinon, littéralement, là, des systèmes d'alimentation solaire ou des systèmes d'alimentation autonome là, dans les régions où c'est nécessaire, où on n'a pas accès là, à de l'alimentation électrique. C'est quelque chose qui est possible de faire. On a l'expertise pour le concevoir ou assister, encore une fois, les partenaires dans la conception. Les barrières, j'en ai parlé. On va supporter l'installation et l'entretien du système, que ce soit pour pas l'excavation, mais l'installation des blocs de béton, des poteaux de clôture et tout l'équipement, puis aussi d'aller installer la partie électronique de contrôle du système. On est sur place. On va supporter aussi les organismes locaux dans l'opération, dans le nettoyage. On forme les gens. Donc, on est là pour justement s'assurer que l'installation et le suivi se fait bien, puis que les gens sur place sont correctement formés, puis se sentent impliqués aussi. C'est très important pour nous autres que les gens des organismes, là, comme Richard, puissent être au courant et accès au portail, accès à comment ça fonctionne, puis se sentent en contrôle de son compteur quand il est installé, puis qu'il soit capable de l'opérer, puis de le nettoyer, puis d'être là, puis travailler avec nous autres, puis qu'ils sentent qu'il y a une oreille quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas à son goût. Évidemment, je vais parler du portail de visualisation et d'analyse des données juste après, qui est un aspect intéressant. Je laisse Maxime, tu peux peut-être partir le petit vidéo. C'est ce que ça donne au final. Une fois qu'il y a un compte qui est détecté, ben on voit là, on obtient là, en ligne directement notre vidéo. Là, c'est un beau saumon qui s'approche puis qui passe directement dans le compteur en voyant le trou. Fait que c'est un peu la qualité du vidéo. C'est un aspect sur lequel on travaille aussi constamment d'améliorer, autant au niveau de l'angle de vue que de la netteté de l'image. On voit le compteur Itios, ça c'est à la passe à Matane. C'est Christian, mon collègue, qui est en train de préparer l'installation du compteur dans la passe en 2017. Tu peux changer de diapo, Maxime, merci.
L'autre aspect qu'on a développé dans les 5 dernières années, c'est l'aspect des données en temps réel. Et puis ça passe par un portail web qu'on a développé. Au fond, pour expliquer un peu la chaîne, une fois que le compte est détecté par le compteur optique, comme je disais, il y a une vidéo qui est déclenchée. Tout ça est emmagasiné localement dans notre système. Puis, à toutes les heures, on a un serveur chez WSP qui est hébergé chez nous qui va aller collecter les données sur chacun des compteurs. Ça veut dire aller chercher les paramètres du compte, donc la longueur, le temps de passage, un peu l'état du compteur, l'heure exactement, et évidemment la séquence vidéo, là, comme on le voit. Ensuite de ça, évidemment, le portail offre plusieurs options, là, soit d'avoir les données brutes directement qui rentrent avec, évidemment, toutes les espèces de poissons, un peu tout ça. Et puis aussi une version de portail public qui elle, est des données qui ont été analysées. Donc, les données, dans un délai de 24 heures, vont être analysées par notre équipe de biologistes. Si les poissons sont identifiés, les comptes sont validés, puis tout ce qui est saumon, donc on va offrir un portail public pour les gens de la ZEC ou un portail qui est ciblé pour vraiment le suivi du saumon, ben là, on va présenter à 24 heures après les comptes officiels une version là, épurée et nettoyée des données qui sont que les saumons avec la direction, les tailles bien validées. Donc, c'est un peu les offres. Évidemment, ensuite, on a aussi des portails qui contiennent toutes les données où est-ce qu'on peut faire de l'analyse sur les autres espèces de poissons, sur les fréquences de passage, sur les heures de passage, un peu toutes sortes de choses, faire de l'exportation en format Excel, en format PDF des données pour faire du traitement, faire de l'analyse un peu plus poussée. Je sais que Maxime, 2017, on avait une montaison quand même assez forte de barres rayées là, dans la rivière du Saguenay. On s'est servi du portail pour après ça faire appuyer l'étude sur ce qui s'était passé. Bon, un peu le genre de processus qu'on peut faire avec ce portail-là. Puis ça, s'il y a des questions sur le portail après, je pourrais faire une démo du portail lui-même, là, mais on a des petites séquences là ici, là, puis on pourra en reparler plus tard. On peut passer à l'autre diapo. Ah oui, c'est vrai. Je laisse la parole à Richard parce que je vous garde une petite diapo d'innovation pour la fin. Donc, Richard, je te passe la parole là, pour la partie là, des opérations sur Petit Saguenay. Oui, merci Mathieu. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation de la rivière Petit Saguenay. Je vais vous aussi vous discuter un peu du côté opérationnel pour le gestionnaire d'une telle barrière. Donc, la rivière Petit Saguenay, c'est une rivière qui fait partie des 4 rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une rivière de petite dimension. On a une longueur totale de rivière de 77 km, dont 13 km est accessible pour le saumon. Donc, notre bassin versant est du côté Charlevoix. Donc, le compteur, comme vous pouvez voir sur la carte Google Earth, est situé à environ 3 km de l'embouchure du Saguenay. Il faut savoir qu'il y a seulement 3 fosses qui sont en aval de la barrière de comptage. La largeur de la rivière, là, en moyenne, c'est environ 30 mètres de large. Donc, c'est une petite rivière à dimension réduite, sauf que ces montagnes escarpées fait que ça provoque souvent des hausses de débit assez soudaines avec les pluies diluviennes. Donc, dans ce temps-là, il y a le côté entretien là, qui prend un côté très important. Là. Même si on était quand même assez chanceux en 2017 et 2018 de ce côté-là. Faut savoir que c'est des montagnes qui jettent beaucoup d'eau lors des pluies diluviennes. En continuant ma petite présentation, il faut savoir que la couleur de l'eau, c'est une teinte couleur ambrée. Là. Donc, ce qui occasionne des problèmes au niveau du dénombrement en apnée. Donc, ça devient pratiquement très difficile, voire même impossible sur certains secteurs de la rivière. Donc, de là, l'importance de mettre en place un outil de gestion comme le barrière de comptage. Au niveau des espèces de poissons qu'on répertoire, c'est le saumon atlantique, l'ombre de fontaine, l'anguille d'Amérique, le bar rayé qu'on a vu l'apparition en 2016. 2017, on n'a pas. En 2017, on a confirmé l'apparition du bar rayé. Là, on a dénombré une 60aine de bars rayés dans la rivière.
2016, on avait eu quelques apparitions aussi, là, mais 2017, là, il y a eu une montaison, là, entre autres de 29, je me souviens bien, là, au début juillet, dans une seule nuit là, de barrier. Donc, meunier noir et il y a plusieurs espèces de cyprins aussi qu'on retrouve dans la rivière. Donc, on va parler un peu du côté opération du système, l'installation de la barrière de comptage. Donc, ça se fait en collaboration avec le ministère et WSP. Nous, on cible la période entre le 1er et le 15 de juin là, pour vraiment avoir la bonne donnée des montaisons. Faut savoir qu'au Saguenay, là, la montaison, là, le prime time de la montaison se fait entre la Saint-Jean-Baptiste et le 20 juillet. Donc, on s'entend qu'on a été assez chanceux dans les 2 années 2017-2018. On a eu des bonnes conditions. On a pu monter la barrière, là, si je me souviens bien, le 11 juin pour une année, puis le 13 juin pour l'autre année. Donc, on était vraiment là, on n'a pas beaucoup manqué de saumon, mis à part 2017, où les conditions là ont permis l'arrivée des saumons un peu plus hâtivement. Donc, mais en 2018, on n'a pas manqué beaucoup de poissons. Comme vous pouvez voir sur la photo, le bloc est idéalement là, positionné dans le centre de la rivière, jusqu'à la plus profonde d'eau. Donc, le compteur est situé là. Donc, la maintenance qui est très importante là, doit se faire au moins 2 fois par semaine. Donc, moi, c'est un employé qui le fait. C'est toujours le même employé pour avoir le même standard là, de l'entretien. Donc, c'est bien évident que c'est le nettoyage de la barrière qui va varier d'une fois à l'autre, mais il y a tout le temps un petit peu de débris qui arrive en amont. Et donc, l'entretien aussi de la lentille de la caméra et des bandes de détection. Donc, c'est une vérification qui doit se faire là, 2-3 fois semaine par un employé. Donc, les résultats. Donc, ce qu'on veut savoir, bon, l'objectif ultime du développement de cet outil de gestion, ben, c'est de permettre le portrait des montaisons quotidiennes, puis pour en dire à savoir le montant total en fin de saison, et de connaître la santé de notre ressource, et dans le but d'intervenir et d'ajuster nos interventions futures. Tu sais. Donc, ça permet aussi de connaître la présence des autres espèces. Comme je parlais tantôt, là, en 2017, plus de 60 barres reliées dans la rivière. Même si on avait eu une présence en 2016 qui était moindre, là, on sait qu'en 2017, il y en a eu quand même pas mal. Et en 2018, aucun bar rayé qu'on a été capable de recenser là, dans la barrière de comptage. Donc, on n'a pas eu. Mais on a eu toutes sortes on a vu toutes sortes de bêtes qui passent dans le compteur. On voit des canards, des rats musqués, des castors. Mais ce qu'on veut savoir, c'est bien évident, c'est le poison. Donc, les avantages là d'un compteur de tel genre, parce que nous autres, la rivière Petit-Saguenay, dans les années 90, il faut savoir qu'on avait aussi fait l'expérience des anciennes barrières. Ces anciennes barrières-là, dans les années 90, dans le temps, c'était avec des rods en aluminium. Et on avait un étudiant là, qui comptait le poisson là, de genre de 10 heures le soir à 6 heures le matin. Donc, 7 jours par semaine, ce qui fait un grand total de 56 heures. Donc, c'est quand même assez laborieux pour une organisation d'avoir tout le temps quelqu'un là. Et ce qu'on avait aussi comme problématique dans les années 90 avec l'ancienne barrière, c'est qu'il y avait des bruits au niveau des tiges, des rods qui faisaient un bruit à l'intérieur. Et ça faisait un peu... le poisson, le saumon avait un petit peu de difficulté là, à monter avec ça. Et évidemment, avec une cage qui a pas de compteur dedans, donc on doit faire rentrer le poisson dans la cage pour le compter. Donc, souvent, le saumon restait derrière la barrière. Ce qu'avec la nouvelle barrière de comptage, avec le compteur avec une cage ouverte, donc on n'a aucun poisson reste derrière la barrière. Donc, ça, c'est un grand avantage. Donc, ça réduit aussi considérablement l'opération là pour les ressources humaines. Donc,
On peut voir aussi avec les avantages qui est important, c'est les images qu'on peut voir à partir du vidéo, là, et voir les blessures, les marques qu'on voit sur les poissons. Ça, on a eu quand même quelques-uns qui ont monté cette année qui avaient des marques. Là. Mais on a vu un, entre autres, qui est monté avec une tige dans un œil de 6 pouces. Ça, on le voit très bien. Donc, c'est assez rare que les saumons, je vous dirais, maximum 10% que le saumon arrive dans la cage où il retarde un petit peu puis qu'il monte, là, mais la plupart des saumons vont monter assez facilement. Donc, il n'y a pas d'intervention, là, il passe facilement. Oui, c'est bon. Donc, au niveau des inconvénients, c'est bien évident, un tel outil avec un compteur, ça prend l'électricité, ça prend une connexion Internet. Donc, il peut y avoir des pannes. On a eu quelques-unes en 2017, 2018 aussi. Quoi qu'on a moins manqué un peu de données en 2018. Là, en 2017, on avait eu donc des horaires électriques là, qui peuvent souvent là, intervenir là, dans les bris, occasionner des bris technologiques. Là. Ça, c'est clair. On a eu cette expérience-là. On a ajusté en 2018, même en 2017, ça avait déjà été fait. Là. Il y a eu ajustement là-dessus. Donc, mais l'autre chose, c'est que on a de la difficulté souvent à recevoir les données. Là, il y a toujours un décalage. Donc, on est tributaire un peu des données que la WSP nous envoie. Souvent, les fins de semaine, ça peut être plus difficile d'avoir les données. Dans les congés fériés, c'est la même chose. Et là, on devient un peu vulnérable, un peu avec les questionnements, avec le suivi auprès des pêcheurs. Comment est-ce qu'il y a monté de poissons pendant la nuit? Donc ça, ça pourrait être amélioré de ce côté-là. Donc ça nécessite beaucoup d'entretien puis de communication avec le WSP, les responsables. C'est pas mal ce que j'avais à vous entretenir du côté opérationnel pour le gestionnaire. Donc c'est un très bel outil de gestion, ça, il n'y a pas de doute. Donc, je passe la parole à Maxime. Oui, alors c'est ça simplement pour boucler la boucle avant que de laisser à nouveau la parole à Mathieu. Maintenant que le compteur vous a été présenté et le cas de la rivière Petit-Saguenay, simplement vous expliquer un petit peu là les enseignements que le ministère en retire et comment c'est vécu au ministère. Tout d'abord, dans un contexte de gestion du saumon, comme je l'ai expliqué précédemment, les madeleines rédibères marins n'ont d'abord pas le même pourcentage de femelles dans chacun des segments respectifs et, de par la taille des individus, ne déposent pas le même nombre d'œufs par kilogramme de femelles et n'ont pas le même poids. Donc, on a une déposition d'œufs beaucoup plus grande pour les rédibères marins, puis généralement, ces individus-là sont en grande majorité des femelles. Ce qui fait que pour le ministère, un des critères les plus importants dans tout projet de dénombrement, au-delà d'avoir le nombre de saumons en montaison, c'est d'être en mesure de différencier le nombre de madeleines versus rédibères marins. Le compteur a un système automatisé qui permet d'avoir un estimé de la taille des individus, mais force est d'admettre que cet outil-là pourrait être amélioré dans un contexte du saumon, madeleine-eau, un an en mer versus rédibère marin. Donc ça, c'est une piste d'amélioration pour le ministère qui faciliterait grandement l'analyse des données, bien que WSP assure le traitement des données du compteur et les met sur son interface. Le ministère souhaiterait là, que ce volet-là soit quelque peu amélioré pour faciliter l'identification des madeleine-eau versus les rédibères marins. Par ailleurs, il y a une information qui n'est pas sur la puce dans la présentation, mais il y a aussi, comme Richard le disait, en 2017, eu la présence de bar rayé. Le ministère est également responsable là, de la gestion de cette espèce-là au Québec. Et bon, il y a un grand intérêt à suivre les interactions entre le bar rayé et le saumon atlantique. Et les données du compteur nous ont donné quand même de précieuses informations sur la fréquentation de la rivière Petit-Saguenay, entre autres un estimé de la durée là, de la présence en rivière. Ce qui fait que 2017 s'est avéré fournir des informations très pertinentes là, sur les interactions bar rayé saumon. Et
L'absence de bord rayé en 2018 est en soi aussi une information très pertinente pour le ministère parce que, bon, ça nous a permis de constater que 2017 était quand même une année atypique. De toute façon, le ministère effectue une multitude de suivis sur le bord rayé, donc c'est loin d'être le compteur automatique qui a permis de constater le portrait de 2018, mais ça fournit quand même des informations sur la présence de bord rayé en Rivière-à-Saumon, ce qui est très important pour le ministère. Finalement, j'aimerais simplement vous entretenir d'où on s'en va en collaboration avec la FQSA dans le plan de développement de la pêche au saumon pour l'utilisation des compteurs automatiques. Idéalement, sur les rivières qui ne sont pas dénombrées, le ministère s'est fixé comme objectif de faire un dénombrement sur 3 ans pour avoir quand même une légère tendance des populations de saumon sur les rivières qui ne sont pas dénombrées. Donc, l'année 2019 constituera la 3e année sur la rivière Petit-Saguenay. 2017 a marqué l'amorce d'un projet sur la rivière Ouelle. Vous pouvez voir ici la clôture qui est installée, là, qui reprend le dispositif là, qui avait été mis de l'avant à l'époque. Donc, le ministère a simplement réutilisé les installations qui étaient déjà en place. 2019 marquera l'an 2 de ce suivi-là, avec des améliorations assez importantes là, qui ont été apportées, qui vont l'être encore pour optimiser le dénombrement du saumon. Et il y aura amorce de projets sur les rivières du Gouffre et Saint-Jean-Saguenay. Ce qui n'a pas été dit aussi, c'est que Dugouffre et Petit-Saguenay avaient déjà fait l'objet de suivi par l'utilisation d'un compteur, et Well également, par l'utilisation de compteurs automatiques, ce qui fait que sur Petit-Saguenay et sur Dugouffre, on avait déjà des dispositifs en place. Ce projet-là, peut-être Mathieu pourra me corriger, était mené là au milieu des années 2000, je crois, 2005-2008, dans ces eaux-là. Et c'était la première génération du compteur. Donc, c'est pour ça qu'on récidive là, dans les dernières années avec une 2e génération du compteur, mais on avait déjà des installations en place pour faciliter la mise en place de ces projets-là. Donc, grosso modo, là, l'année prochaine, c'est 4 rivières là, qui vont être suivies par le ministère en collaboration avec la FQSA et les délégataires là, à l'aide de compteurs automatiques. Et c'est certain que le ministère tenait, lors de l'an 1 en 2017, à effectuer un test, là, à savoir quel était le pourcentage d'erreurs observé par le compteur, ce qui fait que on a opté pour un déploiement du compteur dans la passe migratoire de la rivière Matane. Mathieu en a parlé brièvement tout à l'heure. Matane, comme plusieurs d'entre vous le savez, est une rivière qui est dénombrée via une passe migratoire et un observatoire, ce qui fait que de mettre un compteur dans la passe migratoire nous permettait de comparer les données du compteur avec celles de la passe migratoire et les résultats nous ont permis d'être confiants sur la qualité des données du compteur et d'exporter cet outil-là sur des rivières qui ne sont pas dénombrées en sachant que le nombre de saumons qui était enregistré était quand même fiable et que l'écart entre ce qu'on a vu sur Matane était faible là, par rapport à ce qui était dénombré par l'œil humain en fait. Là. Alors, pour nous, c'est ce qui boucle la boucle. Je vais redonner à nouveau la parole à Mathieu pour parler là, des innovations en cours, je crois, chez WSP. Merci Maxime. Au fond, ouais, c'est ça. Je voulais en profiter aussi pour parler un peu de où est-ce qu'on s'en va, parce que ce que Richard mentionnait là, c'était un point intéressant là, au niveau des pistes d'amélioration. Puis au fond, moi depuis 4 ans, ce qu'on s'est doté là, avec le système de caméra, c'est d'un genre de fail-safe, si je peux me permettre l'anglicisme, là, c'est-à-dire qu'on enregistre en continu toutes les vidéos toute la vidéo qui se passe. Donc, en plus des vidéos de 15 secondes, on a une vidéo continue qui nous permet de pouvoir pallier là, aux problèmes soit électriques, mécaniques ou de turbidité ou de situations là, hors de notre contrôle avec le compteur. Par contre, ça demande de l'analyse, puis ça demande du temps de traitement, puis ça, ben, c'est ça, l'espèce d'irritant qu'on a encore. Puis au niveau des longueurs, un peu, c'est la même chose. On livre la marchandise, mais ça crée une espèce de délai, puis une espèce de flou qui dure quelques jours là, entre les comptes officiels, puis le passage du poisson là, quand il y a des conditions comme ça. Donc, rapidement, ce qu'on est en train de travailler, il y a 2 volets, 2 aspects d'innovation qu'on est en train de travailler. Le premier, c'est l'analyse du vidéo par un système de vision à intelligence artificielle. Sur ce que vous voyez là, ça sort tout juste là, du four. En fait, c'est l'algo de détection de poissons
qu'on est en train de développer qui est basé, qui se branche directement dans le flux vidéo là, qui provient de la caméra. Donc, vous voyez là, à partir de gauche, on a du grand saumon là, qui est détecté. Là, le chiffre en rouge dans le coin en haut, c'est le niveau de confiance de l'algo que c'est un poisson. Là, donc, là on voit qu'il est à 100% convaincu que c'est un poisson. On voit les scènes de droite aussi, là, on voit des passages multiples de petits sprints, puis le fameux bar rayé là, qu'on voit pas à cause des encadrés, mais on le voit le petit œil, là, les lignes, là, donc c'est du bar rayé là, qui passe. On voit que le système est capable d'identifier plusieurs individus qui passent en même temps, ce qui était un des défis là, du compteur optique. Donc ça, c'est un ajout. Il y a aussi un aspect de caméra. On va rajouter cette année probablement en prototype sur certaines rivières une caméra de côté qui va permettre d'avoir une meilleure vision pour faire l'identification, puis aussi la mesure des poissons. Il y a certaines innovations aussi au niveau de la mesure là, grâce à la vision, mais là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très embryonnaire chez nous, mais c'est vers là qu'on s'en va pour. Et l'objectif de ça, c'est d'améliorer le flux de données, c'est-à-dire que les poissons, idéalement, soient confirmés et voire même identifiés par l'algorithme, qui permettrait là, que vraiment en temps réel, 5 minutes après le compte, là, ça soit disponible en ligne là, pour le client et pour les partenaires. Ça, c'est une des innovations. La deuxième innovation, c'est l'amélioration de la capacité de détection par le développement d'un détecteur tomographie par impédance électrique. Je ne sais pas si des gens dans la salle ont déjà entendu parler de ça, mais c'est un système qui est utilisé en imagerie médicale non intrusive, entre autres chez les nouveau-nés là, pour aller chercher des paramètres, là, le rythme cardiaque et puis la respiration de ces trucs-là. Donc, c'est la mesure de l'impédance d'un média là, par une série d'électrodes qui sont appliquées. Donc, nous, on réplique ce truc-là, on mesure l'impédance du cadre, de la poche d'eau à l'intérieur, un peu comme on voit là sur mon petit schéma. Ça vous montre un petit peu le maillage qu'on est capable d'obtenir. Donc, évidemment, quand il y a un corps qui se présente dans dans cette section-là, ben, on est en mesure de détecter que l'impédance est différente, donc il y a un poisson. Ça fonctionne aussi, là, c'est intéressant parce que c'est tolérant aux branches et aux autres trucs qui sont complètement imbibés d'eau et qui n'ont pas une salinité vraiment différente de l'eau. Rapidement, ce système-là a été testé à Matane en 2017, vraiment le prototype embryonnaire, puis a été déployé cet été sur Petit Saguenay avec des résultats qui sont là, qui prouvent que le système est fonctionnel, mais il nous reste encore énormément d'intégration à faire pour arriver. Et l'objectif est d'ajouter un élément de détection au système qui va lui voir dans l'eau très turbide, qui va voir dans des contextes où ni la caméra ni les bandes optiques sont capables de mesurer, de voir, et aussi d'ajouter un élément de confirmation au compte pour réduire le plus possible les faux comptes du système, c'est-à-dire éliminer les branches, les bulles, tous les trucs qui peuvent avoir optiquement un comportement semblable au poisson, mais qui n'est pas un poisson. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, c'est les deux pans là, sur lesquels on concentre nos efforts pour l'hiver 2018-2019, puis c'est des innovations avec lesquelles on va essayer d'arriver pour la prochaine saison. Donc, c'est un peu ça qui est sur les planches à dessin chez WSP présentement. Merci beaucoup de votre écoute. Et si là, évidemment, on passe à la période de questions, je pense que je vais laisser la parole à Darla pour la suite. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était excellent. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de GoTo. Vous pouvez lever votre main. Ça, c'est l'icône avec la petite main. Puis, nous allons activer votre microphone et vous pouvez poser votre question directement. Ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je la lirai à haute voix. Donc, c'est votre choix. Donc, la première question est de Guillaume Dauphin. Puis, elle a écrit « Merci pour cette présentation. J'ai manqué le début et j'ai peut-être manqué de l'information. Quel est le coût du système? L'installation de compteurs et services. »
Effectivement, ça n'a pas été mentionné. Mathieu, est-ce que je suis mieux de te laisser répondre sur ce point-là ou Oui et non, en fait, là, peut-être, moi, je peux parler de l'aspect plus général de notre offre de coût, puis peut-être toi, tu peux parler de l'aspect de qu'est-ce que ça vous coûte réellement, parce que moi, je sais qu'est-ce que je facture entre guillemets, là, mais je sais pas aussi au final, vous, avec le personnel puis tout. Nous autres, le compteur Itios vient avec ses composantes de base, c'est-à-dire son système de télémétrie et le système de suivi par vidéo. Donc, il vient à 5 000 $ par mois pour les 3-4 mois de la période d'opération. Vient s'ajouter à ça, évidemment, l'aspect mécanique d'installation, la clôture, les blocs de béton qui varient d'une rivière à l'autre. Mais en même temps, ça, c'est pas un frais récurrent. Donc, oui, c'est un investissement au départ, mais c'est un frais là, qui peut être absorbé sur toutes les années de l'opération. Évidemment, aussi, notre suivi à distance là, est inclus dans ce prix-là. Puis là, toutes les interventions terrain là, qui sont dues à des bris à cause des crues soudaines, des trucs comme ça, évidemment, ça, c'est chargé à l'heure, tout simplement. Ça peut être aussi pris en charge là, par les gens le personnel local. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, le système d'alimentation, lui, comme varie aussi d'un système à l'autre et lui aussi va être conçu et fabriqué et évidemment, est à part là, au niveau du prix là, de location du système. Puis, lui peut être acheté directement par les projets ou peut être immobilisé là, dans un contexte plus global où est-ce qu'on déplacerait un équipement d'une place à l'autre. Puis, petit détail que j'ai pas mentionné aussi, les systèmes sont livrés s'il n'y a pas d'abri de disponible sur place, là, les systèmes sont livrés dans des remorques fermées là, de 12 pieds qui sont simplement reculés en côté de rivière. Donc, on est comme un petit peu autonome sur l'aspect cabinet puis l'aspect protection des équipements puis support. Donc, ça, c'est bien aussi. OK, Maxime, je ne sais pas de votre côté. Là. Ouais, mais ça fait un bon tour de roue. En fait, c'est ça ce qui peut-être pas été dit, c'est que WSP, le ministère n'est pas propriétaire du compteur, donc le ministère en fait la location, via la FQSA, en fait la location à WSP pour 5 000 $ par mois, comme Mathieu l'a dit. S'ajoute à ça, la réalité propre à chacune des rivières. Donc, s'il y a déjà une barrière de comptage, il n'y a pas ces frais-là à ajouter. Si ça prend une barrière de comptage, il faut la fabriquer. Même chose pour le bloc de béton. Ça peut ne pas être nécessaire dans certaines rivières où le débit est assez faible. Donc, il y a quand même un cas par cas là, sur le prix. Dans le cas de Petit-Saguenay, on parle d'une installation de barrière qui dure 1 à 2 journées. Une équipe au ministère de 4 à 6 personnes, donc avec le salaire horaire, plus les frais de déplacement, parfois de l'hébergement. Le démantèlement, quant à lui, se fait généralement en une demi-journée avec un petit peu moins de personnel. Donc, prévoir quand même 2 à 3 journées d'installation-démantèlement. S'ajoute à cela l'entretien en cours de saison, comme le dit Richard, quelques heures à 2-3 jours par semaine, pour payer le salaire d'une personne, tout dépendant de sa distance du site. Ce qui complique les choses, justement, c'est en milieu plus éloigné où ça peut être nécessaire de laisser une personne sur place. Alors là, les coûts grimpent en flèche. Aussi, le système d'alimentation, comme Mathieu le disait, donc sur Petit-Saguenay, on est branché directement à l'électricité d'une maison, ce qui fait qu'on en a, grosso modo, pour quelques centaines de dollars dans l'été pour l'alimentation électrique du système. Mais dans les cas où on doit s'alimenter via panneaux solaires, il y a des frais qui s'ajoutent là, évidemment. Mais ça ressemble à ça pour les coûts là, d'utilisation du système. Il a dit OK, merci. La prochaine question est de Eliane Valiquette. Puis elle a écrit « Merci pour cette présentation très claire. Mathieu, jusqu'à quel point le système peut fonctionner en eau turbide? Par exemple, en aval de la rivière Well, l'eau est complètement brune. » Oui, en fait, c'est la turbidité, c'est notre ennemi numéro 1. On se le cachera pas parce que si le faisceau arrive pas à traverser l'eau, évidemment, il peut pas fonctionner. C'est difficile de qualifier la turbidité, malheureusement. J'aimerais ça dire 200 NTU ou 50 NTU, mais le type de particules vient beaucoup jouer. On est très tolérant aux particules de bouettes ou de vases qui sont des grosses particules qui vont quand même obscurcir beaucoup l'eau, mais au niveau du faisceau lumineux, ça n'a
pas tant d'impact. Ça en a un, mais c'est beaucoup plus tolérant. Là où c'est plus difficile, c'est dans les eaux blanches très laiteuses où là, l'opalescence va devenir un problème parce qu'au final, on sera plus capable d'obscurcir le capteur à cause de toute l'eau, toute la poche d'eau va se mettre à illuminer. Là. Ça, c'est un des contextes. Je te dis ça. Cependant, on travaille sur la nouvelle technologie là, de détection optique qui va être basée sur un LED au lieu d'un laser. Le LED va avoir l'avantage parce que pairé avec le type de capteur qu'il faut avec un détecteur de LED peut être beaucoup plus sensible et aussi il va fonctionner dans des contextes où le laser va pas marcher. Donc, on a des degrés de liberté, on peut s'adapter, mais c'est sûr que, comme à Petit Saguenay, là, quand il y a des grosses crues, une grosse orage, là, puis l'eau devient brune, ou cet été, il y avait des travaux, on sait qu'on va perdre là, un 7, 8, 10 heures de visibilité par le compteur. On est capable de l'identifier, par contre, c'est ça la beauté de l'affaire, on le sait exactement à partir de quand le compteur était plus fonctionnel. Puis de règle générale, c'est lorsque les poissons ont un petit peu tendance à parquer quand c'est très turbide, donc ça nous aide. Mais c'est sûr que si c'est une rivière qui est en continu très turbide, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille sur le tomographe parce que lui va nous permettre là, d'aller chercher une information de passage malgré l'eau complètement opaque. Là. Donc je sais pas si ça répond à ta question là, mais c'est un peu ça. J'aurais peut-être aussi, Mathieu, si tu permets, faire un petit complément d'information pour la question d'Eliane. Là, ici, la présentation faisait état d'un objectif de dénombrement de saumon, mais j'aimerais quand même revenir sur justement l'objectif du suivi à la base. Dans le cas du saumon, c'est souvent le compteur est capable de voir qu'il est passé quelque chose de par la taille du poisson. On est capable très facilement de savoir que c'est un saumon, ou peut-être à l'occasion un petit madeleino pourrait être confondu avec une grosse truite de mer, ou vraiment en eau turbide peut-être un bar rayé, mais c'est des cas vraiment quasiment négligeables dans notre cas. Par contre, je dirais, si vous avez en tête ou comme objectif de faire un suivi, exemple, d'une espèce de cyprin donné, ben là, la turbidité de l'eau peut être un frein assez majeur là, sur l'identification de l'espèce. Mais dans le cas du saumon, pour nous, ça pose rarement problème. C'est ça, c'est bon. Eliane a écrit « Oui, merci ». Je crois que cela est notre dernière question. Donc, un grand merci à nos trois conférenciers pour cette présentation.